Beeline Charlie Echo 10 right heading 200. Right heading 200, Beeline Charlie Echo. Swiss 520, descent flight level 110. Descent flight level 110, Swiss 520. And this is Sierra Romeo, contact Marseille Control 130.955. Bye-bye. 30955, Sierra Romeo. Visual approach Swiss 520. That's copied Swiss 520, descent 5,000 feet 1015. Descending 5,000 feet, QNH 1015, Swiss 520. Beeline 3 Charlie Echo 10 right, this boat to intercept, you are cleared viewer Alpha 04 left. Right, this boat to intercept, you are Alpha 04 left, Beeline 3 Charlie Echo. 0341, contact Marseille Control 127.905, bye-bye. 127.905, Sabiba 341. Les montagnes, on a Barcelonnette. Barcelonnette, hein. Derrière, la Foutalos. Juste là. Il faut passer à 10 000 pieds. Non. Ouais, enfin, non, on va pas le faire, parce qu'on va pas par là, nous on va là-bas. Mais c'est la route. Et la vallée de Lubaï juste derrière.
Bonjour à tous pour le numéro 8 de la série Birdie. Nous sommes dans les Hautes-Alpes, au golfe de Gap-Bayard. Un véritable bonheur d'être ici. Nous sommes venus ce matin avec Sébastien en avion de Cannes. Les images aériennes sont à couper le souffle. Et nous avons rejoint notre ami Anthony Menasson qui est le professionnel du club. Bonjour Anthony, bonjour Sébastien. Bonjour Michel, bonjour Sébastien. Bonjour Anthony, bonjour Michel. Alors le parcours Anthony, toi qui es là toute l'année. Il est magnifique comme toujours. Et Sébastien, comment tu l'as trouvé? C'est un bonheur. Nous on le joue depuis longtemps. Je l'ai ici étant tout petit et il y a des souvenirs qui reviennent et c'est un bonheur. Vraiment un bonheur dans une forêt de sapins magnifique. On revoit des situations qu'on a jouées plus jeunes. Bon, on est encore jeune. On est encore jeune. Bon, ça va. Alors, comme d'habitude, des ateliers en solo, puis des situations que nous jouerons tous les trois en même temps. Pour les ateliers solo, Anthony, qu'est-ce que tu as choisi? Sortie de bunker de green à 14 mètres, légèrement montée, mise en place, puis exécution. Donc tu veux aider tes élèves à sortir du bunker? Voilà. Tu en as marre de les voir rester dedans, c'est ça? Eh bien, c'est très gentil de ta part. Sébastien, qu'est-ce que tu as choisi? Moi j'ai choisi wedging à 80 mètres sur le trou numéro 8. Analyse des situations. Situation, voilà, green un peu en descente. Voilà, on verra comment aborder le coup de golf, wedging, un peu spécifique. On verra, il y a du vent sur la situation. Et pour ma part, j'ai choisi une approche à 20 mètres, une approche propulsée 10 mètres de green, 10 mètres de vol, mais à basse hauteur. Vous verrez, ça peut vous servir si vous restez court d'un par 4. Voilà, numéro 8 birdie, je suis avec deux joueurs exceptionnels. Je suis ravi, honoré. Et merci vous êtes prêts? Michel. Vous êtes prêts, messieurs? Oui, On est prêts, hein? Allez, on est parti pour un birdie. Allez, c'est parti. Merci. On est au trou numéro 12 du golfe de Gap-Bayard, on a une sortie de bunker à faire. De la balle à l'objectif, le drapeau, il y a 14 mètres. Donc voilà, on va essayer d'expliquer le plus simplement possible une sortie de bunker. Donc en fait j'aime bien positionner mon corps par rapport à l'environnement de la balle et du drapeau d'une manière globale et après on fera des ajustements. Mais j'aime bien essayer de placer mon corps à 11 heures par rapport à l'objectif. L'objectif étant midi. Donc je place mon corps à 11 heures. La balle, j'aime bien la mettre légèrement à gauche dans le stance. C'est plus facile pour dérouler le corps à travers la balle parce qu'on va demander de la vitesse. Donc à partir du moment où on a placé le corps, on va placer la face de club. Donc la face de club, on va l'orienter à midi et ensuite nous allons la faire tourner dans les doigts afin que la face de club s'oriente plutôt à 13 heures, afin que celle-ci repose sur le bounce pendant l'exécution, juste en prenant du sable juste avant la balle. Une fois que ma face de club est orientée à 13 heures, je vais placer mes mains sur le club, je ne vais rien changer à mon grip, ma face de club étant ouverte et orientée à droite, donc reposant, je me répète, sur le bounce. À partir de là, je vais regarder mon objectif et ajuster un petit peu ma position du corps. Enfin, je vais enfoncer un petit peu mes pieds. Regarder mon objectif, sentir que mes épaules elles sont à 11 heures et à partir de là, je vais faire mon mouvement. J'aime bien regarder un tout petit peu avant la balle afin que mon club vienne prendre du sable, donc avant la balle. Allez, exécution. Le fait d'avoir mis mon corps à l'adresse à 11 heures m'a permis en fait de dérouler mon côté droit, donc de donner de la vitesse qui est capitale en fait pendant l'exécution. Donc prise de sable 5 cm avant la balle et vitesse grâce au positionnement du corps au préalable.
sommes au trou numéro 8, on a un coup de 80 mètres, donc on est dans le wedging complètement. J'ai un vent qui est latéral droite-gauche et je suis en légère descente. Donc la balle forcément va aller un petit peu plus loin puisque je joue en descente. Pour ce faire, je vais me placer devant la balle de façon à orienter ma face de club à droite du drapeau. J'aurais pris au préalable un point devant ma balle, environ 20 cm devant, pour placer et orienter ma face de club et ensuite finir avec mon corps. Ma balle est située milieu droit dans mon stance. Mon poids va être légèrement sur la gauche. Et ensuite, dans l'exécution du coup, je sais que pour 80 mètres, j'ai besoin d'environ un 3/4 de swing. J'utilise un 52 degrés. Pourquoi j'utilise un 52 degrés? Parce que c'est le club idéal. Étant donné que j'ai un vent droite-gauche, je veux travailler une trajectoire basse avec une balle qui prend du spin. Donc, c'est le bon club. Je reprends ma ligne de jeu et je passe à mon exécution. C'est parti. Voilà une première réalisation. Deuxième balle. Pareil, je reviens toujours derrière la balle pour reprendre mon alignement. Mon petit point situé à 20 cm devant qui me permet de bien orienter ma face de club. Ensuite, je finis avec le placement de mon corps. Ma balle est toujours située milieu droit dans le stance et là j'exécute voilà, mes 80 mètres. Quelques secondes pour analyser le swing de Sébastien en situation. Ici, bas du corps stable, très solide. Haut du corps, bien incliné, ce qui va permettre un démarrage en ligne. Et cette posture bien inclinée va rester intacte jusqu'au sommet de la montée, caractéristique importante de tous les joueurs très réguliers. On note du contrôle, les mains sont au niveau des épaules, on est dans le wedging. Équilibre, confort. C'est ce qu'on peut noter à ce moment-là du swing. Au retour, les yeux vont très vite regarder l'objectif, de manière à ce que les épaules tournent rapidement et que les mains jouent très peu dans la zone d'impact. Donc Sébastien garde un plein contrôle de son orientation de la face du club, et donc un contrôle de sa trajectoire. Le poids du corps finit extérieur du pied gauche. On était déjà en pente descendante, donc là, on est encore plus à gauche. On est vraiment dans le swing de corps dans sa plus belle démonstration. Je suis sur le trou numéro 5 de Gap Bayard et j'ai choisi pour vous une approche à 20 mètres, avec 10 mètres pour aller au green et 10 mètres de roulement pour aller au trou. Pour faire ce coup, je fais une approche standard propulsée simple. J'ai un 54 degrés avec moi. Si vous imaginez mon corps dans une horloge, vous verrez ici en bas l'aiguille de mon bras qui pointe le 6, le 12, le 9, le 3. En bas, je pointe le 8, là je pointe le 4. Pour faire une approche à 20 mètres, ça fait des années que je m'entraîne avec le même repère. Je fais 8, 4 avec le bras gauche qui représente l'aiguille. Le prolongement de mon bras gauche, c'est le club. 8, 4. Bien sûr, souvent, nous vous disons, nous les pros,
que nous ne servons pas des poignets pour ce type de coup. Et quand vous nous regardez, vous nous dites « Ah oui, mais tu as bougé des poignets ». Parce qu'on s'autorise toujours une petite souplesse ici, de manière à ne pas être trop raide. Mais globalement, je vous promets que lorsque je fais ce coup, je ne pense pas à mes poignets, mais juste à placer mon bras gauche, donc l'aiguille, 8 heures, 4 heures. 20 mètres, mon point de chute c'est l'entrée du green, j'ai un petit vent contre léger qui ne va pas beaucoup interférer sur ma trajectoire, et c'est parti. J'ai pris 3 balles exprès pour vous expliquer que dans l'entraînement, souvent on prend une balle parce que ça donne beaucoup de valeur à la balle, mais il ne faut pas oublier aussi de faire pas mal de rendements, pas mal de répétitions pour automatiser et pour ne plus avoir trop de réflexion dans ce type de situation. Donc 8 heures, 4 heures, entrée du green, 54 degrés. C'est parti. Et j'essaye de mettre 3 balles dans mon entraînement, strictement au même endroit. Bien sûr, ce ne sera pas exactement le même endroit au final, mais on va dire qu'à cette distance, il faut que je me mette vraiment dans les 1 mètre par rapport au trou. Voilà, j'espère que vous avez pu voir le 8h, 4h. Au niveau de l'organisation, eh bien, je suis pied serré, j'ai les mains descendues, j'ai le bras gauche dans le prolongement du club, ça ne bouge pas, et j'exécute un mouvement avec beaucoup de ressenti au niveau de mes bras. J'ai mes bras qui entraînent ma rotation, mais je n'ai pas vraiment une grande rotation de mon haut du corps. Je suis très stable avec le bas du corps, tout ce qui est rouge est très stable, tout ce qui est blanc est très flexible. Aucune crispation. La seule crispation que je m'autorise dans ce type de coup, mais ce n'est pas une crispation, c'est une tension positive, c'est le blocage de mes poignets. Donc je bloque véritablement mes poignets, arrière, avant, 8 heures, 4 heures. Voilà. Bon golf à tous. Maintenant, le résultat. Tu tombes bien, c'est magnifique. Chat. Ah, dommage. Oh là là, elle commence à chauffer là. Commence à chauffer là, Michel. Michel Gérard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans les Hautes-Alpes, au golfe de Gap-Bayard. Un vrai bonheur d'être là. Bienvenue, merci à vous d'être venu jusqu'à nous dans nos Hautes-Alpes, magnifiques. Alors qu'est-ce qui caractérise le golfe de Gap-Bayard? Gap-Bayard, c'est un terrain de jeu de plus de 200 hectares qui est sur un plateau, le plateau du Champsor, dans une forêt magnifique, avec des vues sur les écrins, sur la Durance, sur des sommets environnants magnifiques, avec un parcours qui est un parcours de montagne, de plaine à la montagne. De plaine à la montagne. Exactement. 6000 mètres? 6000, un petit peu plus de 6000 mètres, des blancs. Donc on accueille ici du grand public golfeur, mais aussi des compétitions de haut niveau. Oui, on a une activité touristique assez importante, on a une activité de proximité avec le pays gapençais d'environ 500 membres abonnés, et également des événements de tout niveau, dont un Grand Prix qui vient de se dérouler il y a une petite semaine, et un Pro-Am qui se déroule en septembre, deux beaux événements sportifs. Et puis j'espère qu'on arrivera à faire ensemble une alliance avec les pros de la PGA PACA, parce que ici on a d'excellents souvenirs à Gap-Bayard. Tous les pros de la PACA adorent Gap-Bayard. Et je pensais, avant de venir vous rencontrer, à un sentiment important que j'avais de ce golf. Et je me disais, les gens qui viennent ici, quelque part, n'en partent jamais. C'est-à-dire que même quand on est rentré chez nous, on a toujours en nous Gap-Bayard. C'est vraiment ce que je voulais vous dire. On est venu avec Sébastien, on a retrouvé Anthony. C'est une journée pour nous qui est merveilleuse. Mais je voulais vous dire ça parce que c'est vraiment un sentiment que l'on a. C'est pour ça que je souhaite vraiment qu'on revienne chez vous pour faire une alliance avec nos amateurs. Eh bien avec plaisir. En septembre ou octobre, on arrivera à vous trouver une date et à vous accueillir. Donc sur le parcours de Gap-Bayard, toujours un entretien formidable. L'ouverture de la saison, fermeture de la saison, qu'est-ce qui se passe avant, après? Alors on ouvre le golf à peu près courant avril, selon la neige et
le retour du printemps et on ferme en général courant novembre. Alors qu'est-ce qui se passe après? Et après on est à domaine nordique, donc dans un tout autre paysage mais tout aussi joli, bucolique et avec des habitués aussi de l'hiver parce qu'on a un site merveilleux l'hiver. Ouais. Donc ski de fond, raquettes, randonnée nordique. Formidable. Et une école de ski depuis cet hiver pour encadrer tout ça. À midi, on a mangé chez vous. C'était bon, c'était rapide. Vous êtes dans la perfection tout le temps en fait. Alors, dans la simplicité. On essaye, c'est une activité qui est mature maintenant, ouais. Plus de 30 ans d'activité. Vous êtes là depuis combien de temps? Aux commandes. C'est le deuxième été, 2 hivers, donc ça fait près de 2 ans maintenant. Très bien. Eh bien, on vous souhaite une très bonne continuation à Gap-Bayard. On vous remercie de nous avoir encore accueillis pour l'émission Birdie. Et on va se revoir, je crois, très prochainement. Bien, avec plaisir. Et la prochaine fois, ce sera Albatros voilà. Ou Eagle. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci, à bientôt. Nous sommes au trou numéro 4 et nous profitons d'un moment où Anthony, notre ami, est en cours de golf, au practice, pour venir faire une situation supplémentaire sur le terrain. Nous avons choisi une situation qui arrive assez rarement, et une situation qui arrive pour les gens qui sont trop gourmands, qui veulent toujours attaquer les greens et qui des fois dépassent avec un petit coup de vent. On a le vent dans le dos, on a dépassé le green. Le coup de bois n'était pas assez précis et on se retrouve avec une balle au-dessus du niveau du green, mais un green qui va arriver de manière très progressive et en pente descendante. Habituellement, on vous indique de faire tomber votre balle au green, en début du green pour ma part. Certains de mes confrères survolent beaucoup plus le début du green pour arriver directement au trou. Après, à vous de voir selon vos préférences ce que vous souhaitez faire. Mais ce coup-ci, eh bien, nous n'allons pas vous conseiller de tomber en début du green. Pourquoi? Parce que la retombée du green qui est matérialisée ici par la boule bleue fera que votre balle va arriver en pente descendante et va jaillir et va sortir carrément du green. Sébastien, combien on a de mètres déjà dans cette situation? Voilà, on a 26 mètres jusqu'au drapeau et on a 14 mètres jusque l'entrée du green. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous faire la démonstration de la balle qui arriverait en début du green? Bien sûr. Et pour voir le comportement de cette balle. Voilà, donc là, je joue la boule bleue, donc, pour voir la réaction de la balle. Voilà ce qui se passerait si effectivement je joue l'entrée du green. La balle sort complètement du green, on ne peut pas faire un coup pareil. Alors on pourrait dire, mais alors pourquoi pas faire une approche levée, puisqu'une approche levée, eh bien, on pourrait stopper la balle. Mais dans une configuration de pente descendante, l'approche levée ou même lobée est extrêmement complexe et périlleuse à réaliser. Donc pour ça, eh bien, on va viser la boule jaune. Sébastien, qu'est-ce que tu prends comme club pour réaliser donc ce coup en visant la boule jaune et en te servant du terrain pour laisser glisser ta balle progressivement vers le trou, et comment tu t'y prends au niveau positionnement, au niveau technique? D'accord. Donc là j'utilise un 52 degrés, voilà, parce que j'estime, voilà, pour moi c'est l'angle idéal pour que la balle puisse tomber à hauteur de la boule jaune et ensuite la laisser courir pour qu'elle aille jusqu'au drapeau. Pour la préparation, je place ma balle au talon droit, vraiment au talon droit, parce que je suis dans une pente descendante. Je vais placer mon poids du corps à gauche à peu près à 60% pour permettre de suivre le sens de cette pente descendante. Hein, ça veut dire que ma balle serait principalement placée ici et mon poids serait là, visuellement. Ensuite, je vais me donner la sensation pour permettre de tomber à hauteur de la boule jaune. Donc je vais faire un essai pour permettre de trouver l'amplitude idéale, donc bien sûr la vitesse idéale, pour permettre de tomber à hauteur de cette boule jaune et ainsi faire courir la balle jusqu'au drapeau. Démonstration. Superbe. Est-ce qu'on peut dire que c'est le visuel qui t'a aidé principalement pour le dosage, ou est-ce que c'est une combinaison de ton expérience sur ce type de distance? Alors c'est vrai que grâce à mon expérience, je sais à peu près à quelle zone il faut faire tomber la balle. Et l'intensité à donner. Voilà, et l'intensité à donner. Voilà, c'est-à-dire que j'en ai fait des chips comme ça, j'ai fait des tests, et le plus simple pour moi, c'est d'utiliser ce type de club-là et de déterminer une zone. Et je sais qu'en fonction du vol de la balle, la hauteur qu'elle va prendre,
elle va arriver à une certaine vitesse et en fonction de la pente qu'il y a, je sais à peu près comment elle va rouler. Ton expérience t'a permis de mettre en relation une ouverture de face et une altitude de vol de la balle. Tout à fait, tout à fait. Une hauteur de balle, tout à fait. Parce que ça ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. Non, il faut travailler, il faut venir en situation, essayer de jouer plusieurs balles avec plusieurs clubs, tester un 52, tester un pitch, tester pourquoi pas un 9, qu'après par la suite tu vas nous montrer, Michel. Et effectivement, il y a des joueurs qui vont se sentir mieux avec un 52. Moi, c'est vrai que pour ma part, j'aime bien, comme j'ai montré tout à l'heure, avoir la balle très à droite et les mains très en avant. Donc c'est vrai que mon 52, je le ferme. Tu le maîtrises. Et je le maîtrise. Voilà. D'accord. Je vais vous montrer maintenant la même réalisation, mais un peu plus basse, puisque je prends un angle plus fermé. Je vais faire ce coup avec un fer 9. Je me mets en position. Évidemment, là, le terrain de gap très bien entretenu nous donne des conditions excellentes autour du green. Nous aurions pu être dans le rough, mais on refera d'autres situations dans le rough. Ici, nous sommes bien placés en pente descendante. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de faire un petit coup assez franc. C'est-à-dire une amplitude évidemment restreinte. J'écarte un peu plus les pieds que Sébastien, de manière à stabiliser encore plus mon poids du corps à gauche. Sébastien était un peu plus resserré, ce qui lui permettait de peut-être mieux pincer la balle, ce qui correspondait un peu plus à son club. Pour ma part, plus d'écartement. Ouais, le stance est ouvert de 5 degrés. C'est-à-dire ici, je descends un peu en retrait mon pied gauche. La face de club est parfaitement square, les mains descendent et j'ai, comme à mon habitude ici, si vous regardez, mes bras et mon club forment la lettre Y. Et je vais déplacer ce Y de droite à gauche, évidemment sans armement des poignets, et je vais focaliser sur mon bras droit. C'est mon bras droit qui va entraîner ma rotation des épaules. La rotation des épaules m'empêche de gratter. Au dernier moment, je relâche les bras, j'enlève toute tension, et je fais mes mouvements d'essai en relation avec la boule jaune. En position. Et c'est parti. Voilà, ça permet de sécuriser l'approche. Le dosage est relativement réussi. Je suis à peu près à hauteur du drapeau. La précision, on pourra toujours faire un tout petit peu mieux. Mais en tout cas, au niveau du dosage, c'est pas mal. Voilà, vous avez pu voir sur cette situation que le plus important, c'est le point de chute et quelque part, Sébastien, une mémorisation de l'intensité par rapport à une expérience. Tout à fait, tout à fait. Mémorisation d'intensité, voilà, trouver la bonne amplitude pour avoir la bonne vitesse et effectivement faire tomber la balle au bon point de chute, pour que la balle puisse arriver à l'objectif. Il y a la théorie, finalement, qui est la technique, ce fameux poids du corps à gauche que l'on met quasiment systématiquement dès que la situation devient un peu complexe. Tout à fait. À cause des pentes, à cause de la sécurisation qu'on a besoin d'avoir à l'impact. Tout à fait. On a toujours ses mains qui sont en avant, ses mains qui sont descendues, ce pied gauche. Finalement, c'est sensiblement à quelques centimètres près toujours la même organisation. Tout à fait. Le plus important pour celui qui va arriver et qui va découvrir cette situation, c'est de l'enregistrer. Tout à fait. Combien d'années tu as mis pour une situation comme ça, pour pouvoir la gérer en compétition sans trop de difficultés? On va dire la gérer, bon, l'expérience, et après bon, l'expérience en compétition, c'est vrai que sous pression mentalement, le coup est plus difficilement jouable, on va dire, à cause de la pression mentale. Mais on va dire qu'en le travaillant chaque semaine, on arrive déjà au bout de quelques semaines, déjà quelques mois, à pouvoir avoir un bon résultat. Donc l'idéal, c'est de s'entraîner sur le parcours. Voilà. Parce qu'on ne retrouvera jamais cette situation en practice, à moins d'avoir un practice exceptionnel avec des installations grandioses sur herbe. Donc c'est sur le parcours, en s'entraînant, que l'on peut arriver à mémoriser cette situation. Ceci étant,
même s'il y a une mémorisation de la configuration générale, le réglage, l'affinage du coup, c'est toujours en temps réel et au dernier moment. Tout à fait. Tu l'as dit toi-même, tu regardes au niveau visuel, tu fais tes swings d'essai, c'est-à-dire qu'au dernier moment, tu vas paramétrer avec finesse par rapport à la situation, parce que tu aurais pu passer la semaine qui précède sur la même situation, mais 3-4 mètres plus loin. On ne peut pas enregistrer toutes les positions, mais on peut enregistrer une configuration et on peut enregistrer une intensité. En tout cas, ce que tu as enregistré, et tu nous l'as bien dit, c'est finalement cette hauteur de balle. Tout à fait, hauteur de balle. Hein, la conception hauteur de balle en relation avec la descente et la distance que j'ai à faire. Et puis aussi en relation avec le club que j'utilise. Le club que tu utilises. Voilà, donc pour ces situations-là, le green, vous l'avez vu, n'est pas toujours la solution. Le drapeau, encore moins. Donc prenez soin de viser à des endroits qui sont inhabituels. Bien sûr, là, on était encore par chance sur un fairway magnifique, à Gap, Bayard, qui est toujours bien entretenu. Mais souvent, ces situations-là, quand on vise un peu trop tôt, l'herbe étant plus haute, on peut aussi On peut aussi voilà, avoir l'accident et la balle reste en fait. Hein. C'est-à-dire que l'herbe est un petit peu haute et elle va quelque part arrêter un petit peu trop cette balle. Et la balle risque d'être bloquée. Et la surprise, en fait, elle ne descend pas la pente. Elle n'a pas assez de vitesse pour pouvoir descendre. Il y avait un champion un jour du Tour européen que vous connaissez, qui s'appelle Constantino Rocca, et qui faisait ses coups. Je jouais avec lui dans une partie amicale en Corse, et il me disait, en fait ces coups là je sais les faire, parce qu'il en faisait ce jour-là plus que d'habitude, et je lui dis mais comment tu fais pour à chaque fois trouver le bon plateau, le bon rebond, le bon endroit, et il me disait en fait chez moi dans mon parcours où je m'entraîne en Italie, à Bergamo, on a beaucoup de situations où on peut se retrouver en pente et au-dessus du niveau du green, et donc j'ai l'habitude. Et d'ailleurs, pour en finir avec cette journée-là, qui était une journée fantastique, eh bien, chaque fois qu'il y avait un coup inhabituel, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui sortait du normal, de l'ordinaire, eh bien, les pros, les joueurs, dont tu es un très bon joueur, donc tu peux confirmer, disent souvent « je l'ai travaillé ». Il n'y a pas d'improvisation. L'improvisation, elle est rarissime, on va dire. Voilà. Il y a toujours évidemment une part de génie. Hein, on se souvient de Ballesteros qui avait ce génie de se retrouver dans des situations impossibles. Mais il y a quand même à 95% de l'entraînement et des situations qui ont déjà été vécues. Tout à fait. Ouais. C'est une mémorisation. Voilà. Plus vous entraînerez dans des situations comme ça, vous allez quelque part mémoriser. Ce qui fait que le jour où vous allez vous retrouver dans cette situation-là, vous allez flasher ce que vous avez fait auparavant et ça va vous aider justement à réaliser le meilleur coup possible dans cette situation-là, parce que vous l'avez mémorisé avant. Et puis aussi ne pas être trop gourmand, juste se dire de se mettre déjà à un putt convenable, ne pas chercher forcément la perfection. Ça pourra vous amener de la crispation, donc restez tranquille et comme tu dis, sous pression, on se relâche le plus possible. On se relâche le plus possible, voilà. Pour arriver à exécuter les meilleurs mouvements. Pour avoir le plus de sensations possible. Voilà. Merci Sébastien. Merci Michel. Nous sommes au trou numéro 2 et j'ai demandé à mes deux collègues de faire deux mises en jeu. Anthony, cette mise en jeu, c'est pas n'importe laquelle. On est sur un par 5 qui se resserre. Exactement, on est au trou numéro 2 et il y a un couloir pour commencer la trajectoire et elle n'est pas évidente. Alors ce que j'aimerais, c'est que vous nous expliquiez vraiment, en dehors des paramètres habituels techniques que l'on connaît, qu'est-ce qui se passe au niveau mental lorsque vous abordez en tournoi, dès le début du parcours, un trou déjà un peu sensible. Sébastien. Alors moi en fait ce qui va être important, c'est que je vais prendre un axe de jeu et je vais me fixer un point au loin. Oui. Et quand je vais me placer à l'adresse pour exécuter mon coup, je vais visualiser une dernière fois mon point et ma concentration va être sur ce point là. C'est-à-dire toute ma concentration va être basée sur l'endroit où je veux exactement envoyer la balle. Finalement, et je ne pense qu'à ça. Ouais, c'est le plus pertinent, point final. Et le fait de te concentrer sur ce point, est-ce que ça efface les arbres? Ça me permet d'oublier justement tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire pour moi, il n'y a que la balle et mon point de visée. Anthony? Le reste, aucune importance.
Moi personnellement sur ce trou, au trou numéro 1 je vais prendre le drive et en fait je vais voir un petit peu quelle trajectoire je vais avoir déjà dès le trou numéro 1 et après je vais m'adapter en fonction de ce qui s'est passé. Si elle est bien partie, que j'ai pu libérer mon swing, à ce moment-là je serai un petit peu plus en confiance justement pour me dire je me fais confiance dans mon swing, la trajectoire a été correcte. Donc je me pose pas trop de questions et j'essaie de faire confiance à mon swing. En revanche, si la trajectoire n'a pas été correcte, à ce moment-là, je vais m'adapter. D'accord, c'est-à-dire que tu ne prendrais plus un drive, mais... Oui, ou alors je prendrai un autre club, ou alors j'adapterai ma trajectoire. D'accord. Sébastien, tu nous montres? Bien sûr, avec plaisir. Ok. Magnifique, effectivement les arbres ont été bien effacés, bien vite effacés. Superbe balle. Impeccable. Très beau drive. Merci. Bravo. Donc un point au loin pour finalement effacer donc. Effacer, vraiment rendre comme une sorte de cône en fait, voilà, que ma vision soit vraiment basée sur un seul et unique point. Ouais. Et ça me permet d'effacer tous les dangers qui sont autour. D'accord. Donc plutôt que de chercher à éviter, on cherche à faire. Tout à fait. Ah, très bien. Je suis en confiance, voilà, j'ai mon point, je suis en confiance et j'y vais. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans le swing je vais douter. Il n'y a pas d'hésitation. À partir du moment où j'ai pris mon point, où je viens me placer devant la balle, j'ai qu'une seule détermination, c'est d'envoyer la balle sur ce point. D'accord. Finalement, est-ce qu'on peut dire qu'au dernier moment, ta dernière pensée, bon c'est le point, d'accord, on a compris, mais est-ce que tu fais un petit swing d'essai quand même pour capter une sensation? Voilà, le swing d'essai en fait me permet, voilà, il te sert à quoi ce swing d'essai? Capter, voilà, donner du relâchement, voilà, ouais. Hein, parce que cette recherche de relâchement elle est importante, donc ça me permet de trouver le bon rythme en même temps, et je cale cette sensation là par rapport après quand je vais jouer. Parce que ça se voit pas. Parce que quand on te voit te préparer, on se dit finalement oui, il fait un swing d'essai pour en gros se détendre, se mettre en route, mais sans plus que sans plus. Mais en fait, toi, en interne, ouais, tu te dis je cale ma sensation. Tout à fait. Ah oui. Ça me conforte. Là, tu nous as décrit l'invisible. Anthony? Allez. Alors pareil, si tu peux nous expliquer quelles sont tes dernières pensées, eh bien... Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est essayer de visualiser une trajectoire, d'essayer de voir où elle part et après comment le vol idéal d'une balle, de ma trajectoire. Et puis voilà, après le swing d'essai, comme disait un petit peu Sébastien, j'essaie de faire, par rapport à cette trajectoire, de faire venir le swing en rapport avec la trajectoire. D'accord. Donc voilà, je fais un swing d'essai. Donc c'est la grande différence entre vous deux, c'est que Sébastien prend un point. Voilà, moi je suis plus. Parce que toi tu prends une trajectoire. Moi, voilà, ouais. C'est la trajectoire qui induit un comportement. Exactement. Tandis que toi c'est un point. Moi c'est un point et en fait parce que je le pense droit en fait. C'est-à-dire voilà, je mets pas d'effet, j'ai pas mis d'effet, je le pense droit en fait. Moi je vais essayer de mettre voilà une balle plutôt droite-gauche. D'accord. C'est la raison pour laquelle je me place à gauche du départ. D'accord. Pour essayer d'imprimer cette trajectoire. Très bien. Magnifique. Impeccable. Messieurs, félicitations. C'était remarquable. Bravo. Merci. Et merci pour vos explications.
On est sur le trou numéro 5, Anthony. On a vu Michel qui a réalisé donc un coup balle haute. On devait passer au-dessus d'un arbre, on avait une distance de 117 mètres. 117 mètres. Voilà, il a utilisé un fer neuf. Parce qu'on a un petit peu de vent contre également, il faut ça à prendre en considération. Voilà, tout à fait. On a un petit peu de vent contre, plus la montée, Exactement. plus le fait qu'on doit passer au-dessus de l'arbre. Effectivement, on a eu besoin de surclubber de 1 de plus. Habituellement, on aurait utilisé un pitching wedge et on a utilisé un fer neuf. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu de particulier chez Michel? Voilà. La première des choses que dans son placement, la première des choses que Michel a exécuté, c'est le placement de la balle légèrement plus à gauche dans le stance. Voilà, légèrement plus à gauche dans le stance pour Très légèrement plus à gauche, pour essayer de donner un tout petit peu plus de loft, d'ouverture à la face de club pendant l'impact. Et ainsi faire monter la balle. Voilà, pour faire monter la balle un tout petit peu plus rapidement. Tout à fait. On a vu aussi que quand il a démarré son backswing, il a armé plus précoce les poignets pour opter sur un plan plus vertical dès le départ, ce qui permet aussi de donner un peu plus de hauteur aussi à la balle. Voilà. Donc ces deux choses-là ont permis de donner de la hauteur et effectivement de passer au-dessus de l'arbre. Voilà. Je vais vous montrer aussi un coup. Il va y avoir sensiblement des mêmes idées. Simplement, je vais vous montrer. Je place aussi ma balle un petit peu plus vers l'avant, dans le stance. Ma face de club est alignée sur le drapeau. Je suis dans l'intention de vouloir passer au-dessus de l'arbre. Et ce qui va être important, je vais aussi opter pour un plan vertical, mais ce qui va être nécessaire, c'est surtout de donner de la vitesse. La plupart des amateurs, ici, on voit l'arbre, on a tendance, parce qu'on a peur, à ne pas donner de vitesse, et au contraire, la vitesse va permettre de donner de la hauteur de balle. Donc, regardez bien la notion d'accélération que je vais avoir dans ma traversée de balle. Démonstration. Préparation de la balle un peu plus à gauche dans le stance. Exécution. Qu'est-ce que tu vas faire, Anthony? Est-ce qu'il y a des idées qui vont se rejoindre par rapport à ce qu'on a fait avec Michel? Oui, il y a des idées. Qu'est-ce que tu ferais particulièrement pour aborder... Spontanément, comme ça, j'essaierai de mettre mes épaules déjà un tout petit peu plus, légèrement plus le plan d'épaule vers le ciel, un tout petit peu plus vers le haut. Une petite inclinaison supplémentaire. Spontanément, j'aurais envie de me placer un tout petit peu comme ça, pour également donner un petit peu plus d'ouverture à la face de club, et légèrement, encore une fois, toujours bien entendu la balle milieu gauche, décalé milieu gauche. Milieu gauche. Tout à fait. Voilà. Pas trop les mains en avant, les épaules légèrement vers le ciel, les mains pas forcément trop en avant par rapport à la face de club. La balle légèrement à gauche et après un swing plutôt normal. Ouais, très belle exécution. Très belle exécution. On voit la balle, elle est passée très largement au-dessus de l'arbre. Je voudrais votre avis sur la balle haute. Si je prends soit ce club, soit un club de plus pour avoir un peu plus de puissance, et qu'avant de partir, j'ouvre déjà un peu la tête de club pour être dans une sorte de demi-club. Entre deux. Ouais. Avec une main droite qui viendrait pour une fois, spécialement pour ce coup, beaucoup plus par-dessus que d'habitude, afin de créer ici une belle ouverture dès le démarrage. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça permettrait d'ouvrir la face de club, effectivement, et d'avoir un coup joué en fade, parce qu'effectivement, la face de club va être un peu ouverte, donc la balle aura tendance à prendre du fade. Le fade est une trajectoire qui va de gauche vers la droite, et on sait très bien que quand on fait du fade, la balle monte plus haut que quand on fait du draw à l'inverse. Voilà, donc ça peut être une bonne option. Tout à fait. Et également une bonne option que l'on pourrait prendre si la balle avait été dans le rough. Donc, ici pour la faire monter un peu plus, ici pour la faire monter un peu plus, et pour éviter qu'elle se ferme beaucoup plus vite. Oui, car le rough a tendance à vouloir retenir la face de club, et c'est vrai que quand on joue dans un rough assez épais, on a une face de club qui a tendance à se refermer, parce que la masse de rough retient la face de club, et donc elle a tendance à se refermer, à revenir sur elle-même, comme ceci. Avec toutes ces belles explications, eh bien, je pense que faire monter une balle au-dessus des arbres pour atteindre un green,
ne posera plus de problème. Merci messieurs, bravo. Numéro 8 de la série Birdie s'achève. Nous étions au golfe de Gap-Bayard. C'était un bonheur, une journée formidable. Si vous venez à Gap-Bayard, eh bien vous avez un super professionnel de golf, Anthony Manasson. Prenez des cours avec Anthony Manasson. Vous allez progresser et prenez-les surtout sur le parcours. C'est un diable autour des greens. Merci beaucoup Anthony de nous avoir reçus. Merci d'être venu, c'était un plaisir de vous recevoir. Sébastien, bravo pour ton professionnalisme, ton élégance habituelle. Merci Michel. C'est toi qui pilotes pour rentrer? Ah oui, hein. Tu m'as dit que tu me laissais les commandes? Je te laisse les commandes, il y aura quelques turbulences, il va falloir les gérer. Très bien. Merci les amis, c'était super. Merci à la direction du golf de Gap-Bayard de nous avoir reçus. Gap-Bayard, un incontournable en France, à jouer absolument. Centre d'oxygénation et parcours splendide. On ne peut en dire que du bien. Voilà, merci beaucoup. On était en Provence, Alpes, Côte d'Azur, dans les Hautes-Alpes. Mais bientôt, nous allons partir dans d'autres régions et peut-être un jour, nous viendrons dans votre région. On sait que vous nous regardez maintenant dans toute la France. Et bien, nous allons continuer et nous vous remercions pour votre fidélité. Voilà, à bientôt. Merci les amis. Merci Michel, merci Sébastien. Merci Michel, merci Anthony, merci à tous. À très bientôt. Bon les amis, je vous propose putt pour birdie, celui qui le rentre a gagné la journée. Allez, ça marche. Ça vous va? Allez, c'est parti. Allez, à vous l'honneur. C'est parti. Sébastien, tu nous as tout plombé d'avance là. Bravo Sébastien, bravo, merci. magnifique. Merci. Bah, Anthony, vas-y, à toi. Allez. Ah, Dommage. c'est bien poté. Oh, Bravo Seb. bravo Seb. Champion. Sébastien qui a gagné. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'était cool. Belle journée.